J'ai toujours été attiré par les sciences qu'on appelle occultes. Elles ont pour moi la couleur des légendes. La géomancie est sans doute l'une des plus anciennes et des plus secrètes techniques d'analyse et de divination. Elle est née il y a quelques milliers d'années autour du bassin de la Méditerranée. Elle est liée aux travaux des astrologues et des alchimistes. Je vais essayer de te montrer comment le système fonctionne. Le consultant dispose sur le sol ou sur une feuille de papier 16 lignes, groupées 4 par 4. Après méditation et réflexion sur l'objet de la question, sans compter, et selon le hasard, selon ce qu'on appelle le hasard, le consultant lance un certain nombre de points à son choix, à sa main. Puis, sur chaque ligne, joignant les points 2 à 2, il détermine si la ligne a un nombre de points pair ou impair. Il obtient ainsi 4 fois une combinaison quaternaire de lignes paires ou impaires. On appelle chaque combinaison une figure. Il y a arithmétiquement 16 figures possibles. Chacune de ces figures a son nom, ses propriétés, ses correspondances astrologiques, alchimiques, zodiacales ou planétaires, et sa signification cachée. Le consultant prépare ensuite, selon la plus ancienne tradition, une grille qui s'appelle l'écusson géomantique. Cet écusson organise d'abord les 12 maisons classiques de l'astrologie traditionnelle. Puis 3 maisons supplémentaires. Le témoin gauche, qui signifie l'avenir, le témoin droit, qui analyse le passé, et le juge, qui donne la synthèse déterminante de la question. Il s'agit donc d'une approche mathématique et astrologique de l'ensemble des données et facteurs inconnus que nous appelons, faute de mieux, le hasard. Dans le cas qui nous occupe, j'ai posé une question concernant la possibilité de te communiquer les renseignements sur les mystères que nous avons vécus. La réponse que j'obtiens, c'est-à-dire la place de certaines figures dans les maisons de la question, puis la figure que j'obtiens au juge, me donne une réponse ferme et claire. Fortuna Major. Bon, je peux te raconter. Peut-être même qu'il le faut. Je crois être le descendant d'une longue lignée de magiciens, d'alchimistes et d'astrologues. J'ai choisi d'étudier l'énergie solaire. Car je ne cherche pas seulement une source d'énergie qui ne soit pas fondée sur le pillage des richesses de la Terre et qui ne souille rien autour d'elle, mais aussi un reflet des travaux de mes ancêtres. Par-delà les siècles, la science donne la main aux rêves des alchimistes.
feu absolu des alchimistes. Je n'aime pas les gens qui déplacent trop d'air. L'action est quotidienne. On fait une chose, voilà tout. Moi, j'ai besoin de lyrisme et de folie. Si le monde est dans cet état, c'est parce que les gens en sont privés. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Tu fais marcher cette tôle, mais tu ne sais pas tout. Tu vas voir par quoi tout a commencé. C'est à 5 kilomètres seulement d'ici, dans le fort de Mont-Louis, que tout a commencé. Le droit au rêve est aussi important que le droit au pain. Ici a commencé un rêve fantastique. Domestiquer l'énergie du soleil. Dans ce bâtiment qui fut et qui est encore une caserne, un homme d'intuition et de délire a construit ici, avec des bouts de ficelle, les débuts de ce qui est aujourd'hui notre building. Voilà, ça c'est la fête de la raison. Je trouve beau que ce qu'il y a de plus moderne dans la technologie d'aujourd'hui ait commencé par s'installer dans un fort de Vauban, qui était ce qu'il y avait de plus moderne dans la technologie de Louis XIV. Mais regarde, c'est du Jules Verne, ça, du Méliès, il n'y a rien de plus en avance. Attraper l'énergie du soleil et réussir à l'enfermer, hop, comme dans une bouteille. Avoir chacun son petit moteur solaire, sans voler personne, sans polluer personne, tu te rends compte? Fin des technologies, fin des capitalistes, ou presque. Ah! Tu t'es brûlé? Non, j'ai cru, mais ce n'est rien. Seulement plus tard, je me souviendrai de cette minuscule brûlure comme d'un point de départ. Cette même nuit, à l'issue d'une longue série de travaux de recherche, un étrange flot d'images, sans lien logique apparent, m'envahit l'esprit pour la première fois. Émergeant de cette transe, je reprenais mes esprits, quand je vis apparaître sur ma paume ce que je pris d'abord pour un objet, une sorte de plaque de nacre, que je crus poser dans ma main. Pourtant, je dus me rendre à l'évidence, elle faisait partie de moi. Elle était insensible comme un ongle, impossible de l'arracher. Aucune douleur, ni au centre, ni sur la périphérie. Aucune inflammation. Si c'était la croûte d'une cicatrice, c'était à coup sûr d'une cicatrice intérieure qu'il s'agissait. Avant, aucun d'entre nous n'avait jamais entendu parler d'aucun des autres. Les quelques personnes mêlées à cette aventure furent comme les cartes d'un jeu qui en eût comporté 3 milliards. Même aujourd'hui, je ne pourrais pas dire pour quelle raison, parmi ces milliards d'unités, une carte plutôt qu'une autre fut choisie. En tout cas, ce fut ainsi. Centre du Brésil, état des mines générales. Une église à Congonhas do Campo, la plus caractéristique du style baroque. Personne n'a jamais pu comprendre le choix, la disposition et la signification des statues de 12 prophètes qui ornent la terrasse. Ces statues sont l'œuvre d'un étrange personnage, l'Alagedinho. Alchimiste peut-être, illuminé, infirme, accrochant ses ciseaux de sculpteur à ses moignons, il couvrit l'état des mines générales de statues baroques. Norma, à la fois élève et professeur à l'Institut d'astronomie de Rio, était depuis sa plus tendre enfance fascinée par les statues de l'Alagedinho. Les statues parlaient, disaient quelque chose. Norma avait donc passé une partie de sa courte vie à chercher ce message caché. Eu ainda não consegui entender o que é que você quer.
Eu tenho certeza que atrás da desordem dessas estátuas existe alguma ordem secreta. É isso que muita gente já falou. Mas isso não é razão para desistir, não é? Por que você acha que você vai conseguir lá onde todo mundo falhou? Primeiro, porque foi o Aleijadinho que fez essas estátuas. E segundo, porque eu acho que atrás delas existe alguma coisa. Você sabe que queimaram o alquimista há 200 anos por pensar isso? Eu acho que o Aleijadinho foi uma espécie de feiticeiro. É, eu também. Você sabe que na sacristia tem uma pasta com desenhos feitos por ele? Você poderia me mostrar? Em princípio, não. Tampi. Tudo indica que isso seja um mapa das estrelas. O que eu sempre achei. O que eu nunca consegui entender é que relação pode ter isso com as estátuas. En étudiant les papiers que lui avait remis le vicaire, Norma sentit qu'elle brûlait. Elle sentit qu'elle pourrait maintenant circonscrire une sorte de zone où le message caché devait se trouver. Elle comprenait distinctement que tout signifiait parole, mais ne pouvait encore ni les comprendre, ni encore moins les traduire. Photographiant les statues sous tous les angles, scrutant les détails des physionomies et les gestes qui indiquaient le ciel, mesurant la marche changeante des ombres sur le parvis pour les mettre en équation, elle s'obstinait à vouloir décrypter le message codé. Usage de l'herbe ou résolution d'une tension intérieure, elle ne le savait pas, mais elle reçut comme moi un premier train d'hallucination. D'autres ne tarderaient pas. Et à l'issue d'une longue nuit agitée, elle vit comme moi apparaître dans la paume de sa main cette tache, cette marque, indolore, qui paraissait étrangère, et qui pourtant, elle le sentait bien, faisait partie de son propre corps. On restait d'abord perplexe, puis la marque devenait aussi naturelle qu'un accident de la peau, qu'une marque de naissance. En fait, ce serait la marque d'une seconde naissance, mais nous ne le savions pas encore. Arica, désert d'Atacama, nord du Chili. Alexandra, deuxième fille, quatrième enfant d'une famille écossaise venue s'installer ici depuis 150 ans. Éleveur de chevaux d'abord. Alexandra est une centauresse, mais elle avait aussi, sans bien le savoir, des dons de médium. Il y a dans le désert, sur les collines, d'immenses inscriptions qui datent d'avant les Incas. Personne n'a jamais pu expliquer ce que font là ces hiéroglyphes, qui les a faits, ni pourquoi.
Éleveur de chevaux, mais aussi planteur d'oliviers, la famille s'était intéressée aux mines, aux industries et la suite. Ainsi se font les fortunes. Alexandra s'en moquait, mais ce n'est pas si facile. Ses contestations, pour l'instant, se bornaient à refuser de paraître à sa fête d'anniversaire. ¿Pero dónde vamos? Voy a mostrarte tu regalo. ¿Cómo me vas a hacer un regalo? ¿Qué habrías pensado de mí si no te lo hubiera hecho? Igual. ¡Qué maravilla! Ce jour-là, vu du ciel, les inscriptions parlaient plus fort. Alexandra brancha le pilote automatique et voulut mieux les voir. Peut-être mieux les entendre. Ce qui fit littéralement sauter ses plombs. Torre de control de Arica. Torre de control de Arica, ¿me oye? Estaba en pilotaje automático. Me pongo en manual. Pido autorización de aterrizar. Aquí torre de control de Arica. Te recibo. ¿Todo va bien, Sandra? Me he sentido mal. Ahora todo va bien. Voy a aterrizar. Voy a aterrizar. Positivo. Aterrizaje autorizado. Envío enseguida 2 mecánicos para ayudar. Hola, Carola. ¿Qué está haciendo? Estoy mirando los dibujos del abuelo. Feliz cumpleaños. ¿Cómo? ¿Un regalito para tu vieja hermana? Vamos a ver. ¡Qué bonito! Un sol enorme. Elle suivait, par intermittence, à Valparaiso, un traitement qui l'avait, sans la guérir, rendue amoureuse de l'analyste. Comme c'était réciproque. C'était donc un bon traitement. Doctor Alan, teléfono. Alain? Oui? Le docteur Sio Frances? Alexandra? Écoute, j'ai quelque chose de vraiment étrange à te raconter. C'est urgent. Oui, oui, c'est urgent. Bon, tu peux venir. Au même instant, à 10 000 km de là, à l'autre bout du Pacifique, Françoise revenait à son point de départ, après une campagne de 6 mois dans les mers du Sud. Ethnologue,
chargée de mission par diverses organisations scientifiques, elle avait quitté Papeete, à Tahiti, pour un voyage dans les archipels de la Polynésie, à bord d'un ketch piloté par un vieux camarade de faculté qui faisait le charter. C'était son premier voyage important. Compte rendu de ma campagne du printemps 71 en Polynésie. À première vue, ce qui m'a le plus frappé en Polynésie est la disparition quasi complète de toutes les religions originelles. Ça me serre le cœur. Nul ne sait plus l'usage des temples, l'usage des bâtiments, ni même le nom des dieux. Les habitants de ces îles fortunées n'ont sans doute jamais connu les dures nécessités de la lutte pour la vie. Je les trouve beaux, exquis. Je les ai aimés. Je crois qu'ils m'ont aimé aussi. Mais au moment de quitter ces îles paradisiaques avec les quelques maigres résultats que j'ai obtenus, je ne peux me défendre d'un étrange sentiment de mort. Mort d'une culture, mort d'une tradition. Dans cette immense zone du Pacifique Sud, où depuis des millénaires a dû exister une culture forte et puissante, tout a disparu. Cela tient au fait que ces peuples pacifiques et nonchalants n'ont jamais connu ni utilisé l'écriture. Seuls les habitants de l'île de Pâques ont utilisé l'écriture. D'ailleurs, c'est l'un des mystères de l'île de Pâques. Elvio, professeur d'entomologie à l'université de Valparaiso, s'était doublement spécialisé. Ses recherches tournaient autour des méthodes utilisées par certains insectes, quelquefois aquatiques, pour loger leur descendance à l'intérieur des corps vivants d'animaux d'autres espèces pour qu'elles s'en nourrissent jusqu'à l'éclosion. Et d'autre part, il parcourait exclusivement aussi des dizaines de kilomètres dans une zone de lacs et de montagnes au centre du Chili. D'une certaine façon, il avait une spécialisation de plus. Il était marié, monogame et fidèle, au grand regret de ses élèves. Il était aussi au bord d'une grande découverte. Sylvia! Sylvia! ¿Ves? No veo nada. Pero fíjate bien. El verdadero problema es que la oruga nunca vive más de 4 o 5 meses en esta estación. Pero todavía no veo dónde está el problema. El problema es que se necesitan por lo menos un año o unos 18 meses para que el huevo de la avispa alcance su plena madurez.
Entonces el huevo vive en un cadáver. No, porque si viviera en un cadáver moriría. Todavía no comprendo bien el mecanismo, pero lo que sí es cierto es que el huevo atrae todo lo que hay vivo a su alrededor. Luego abandona el cadáver y se deposita en otra criatura viviente. Ahora se pasó al otro. Sobre el abdomen hay una especie de tumor, muy pequeñito. Es como si un jinete saltara de un caballo a otro sobre la marcha. ¿Qué pasó? ¿Te quemé? No, no es nada. Eldio, évidemment, était celui d'entre nous qui avait le plus ancré dans l'esprit les méthodes scientifiques. Il se livra à une investigation aussi complète qu'il le put pour arriver au même résultat. Cette marque, malgré son apparence, n'était pas un objet étranger. Cela venait du corps qu'il avait sécrété ou fabriqué. Et dans le même temps, ce n'était pas non plus une chose naturelle. Contradictions qui se retrouvèrent instantanément dans les visions qui lui apparurent à peu près en même temps. La macumba, c'est le nom populaire donné aux vieilles religions noires venues d'Afrique au Brésil avec les esclaves et qui se sont maintenues intactes jusqu'à aujourd'hui. Une tenda, c'est une église ou une paroisse. Il y en a 30 000 dans Rio de Janeiro, la plupart implantées au milieu populaire. Au cours des cérémonies, les dieux apparaissent, s'emparent des médiums et descendent au milieu de leur peuple. Dans une tenda, dans un quartier populaire de Rio, officiait Irenio, fils du dieu Ogun. Il avait l'habitude les soirs de cérémonie de recevoir les dieux et de les faire parler par sa bouche. Ce soir-là, l'ordre des choses fut bouleversé, à la grande surprise de Marlène, femme d'Irenio, et de Donna Rosa, dame de la paroisse. Não me lembro de nada. Ogum baixou como de costume. Isso eu sei. O que você não sabe é que por um momento Ogum deve ter se retirado. E acho que outro Deus tomou seu lugar. Não acho que tomou seu lugar. O que eu acho é que alguém ou alguma coisa tentou entrar em contato comigo. Eu simplesmente não estava preparado para receber. Não sabia quem era. Irenio avait l'habitude du contact avec les dieux. Il lui parlait. Il sentait bien cette fois que quelqu'un voulait quelque chose de lui, mais ne savait pas quoi. Il ne savait pas qui. Marlène, comme Irenio, vivait de plein pied avec ce qui est pour nous, pour notre naïveté, le surnaturel. O que é que você tem? Há uma hora que eu estou te olhando. O que é isso na tua mão? La marque apparue dans la main d'Irenio ne lui causa donc aucune surprise. Elle savait déjà. C'est plutôt par précaution qu'elle consulta ses dieux. A resposta do Oxalá é clara. Obedecer ao orixá desconhecido. Partir.
chaque fois qu'Alexandra venait à Valparaiso rendre visite à Alain, elle s'y préparait avec plus d'attention que n'exige la consultation d'un analyste. Alain, jeune Français installé au Chili, avait été séduit par les thèses de Wilhelm Reich. Il essayait d'oublier ses origines. Il ne croyait plus à l'analyse classique, avec ses divans où des clients fortunés s'allongent pour raconter leurs problèmes. Il suivait avec passion les travaux d'une clinique populaire d'analyse. Alexandra venait lire Lancet régulièrement avec une naïveté trop calculée et trop soignée. Il croyait s'en amuser. En réalité, il en était enchanté. Une seconde, j'arrive. Alors, tu commences à me croire? De toute façon, même si tu ne disais pas la vérité, je trouverais important ton effort d'imagination. Tu as beaucoup d'imagination. Et ça, est-ce que c'est de l'imagination? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas me dire que c'est grave. Sur le plan médical, non. Mais sur le plan psychologique, alors là, c'est curieux. Pourquoi? Classique. Classique comme les histoires de stigmates qui n'arrivent qu'aux mystiques. Et alors? Et alors, je ne savais pas que tu étais particulièrement mystique. Mon cher psychanalyste, je vais te dire une chose. C'est que premièrement, tu me méprises parce que je suis une femme. Et deuxièmement, tu trouves que ma classe sociale est condamnée. En ce qui concerne le second point, je suis bien d'accord. Ma classe sociale est peut-être condamnée, mais moi pas. On ne ressemble pas forcément aux gens de sa classe. C'est toi qui le dis, mais c'est loin d'être démontré. Bah, dans ce cas, je me demande bien ce que je fais ici. Tu sais, depuis quelque temps, j'ai vraiment des moments de pure télépathie. On continue? Voilà, à l'instant, tu viens de penser à une lettre de ta sœur qui est dans la poche de ta veste. Tu joues souvent à ce petit jeu? Tu vas voir. Je peux l'arrêter net. Il y a longtemps que tu fais ça? Oui, depuis quelque temps, je peux manipuler à distance certains petits objets. Quelquefois, ça marche et quelquefois, je reste longtemps sans pouvoir recommencer. Revenue à Rio, Norma avait encore reçu des messages dont le code lui échappait toujours. Elle décida brusquement de soumettre tous ses calculs à l'ordinateur de son institut. Isto é apenas uma hipótese. Na minha opinião, esses desenhos representam configurações astrais. De onde vêm esses documentos? Eles têm duas origens. Primeiro, são cálculos que eu mesma fiz. E segundo, são desenhos muito antigos do Aleijadinho. Por que você acha que isso tem alguma coisa a ver com posições relativas de grupos de estrelas? Intuição. Você tinha razão. Isso parece um mapa do céu. O que também é muito importante é de que lugar da superfície da Terra pode-se ver essa configuração. Você pode me dar mais alguns detalhes? Pois não. Esse fenômeno se repete a cada 150 anos e vai ocorrer no próximo dia 23 de maio. E onde é que fica esse lugar? Olha aqui, é muito simples. Você sabe que a cada coisa que acontece no céu pode ser vista da Terra, num determinado lugar, num determinado momento. Você já tem a data. Agora eu vou lhe dar as coordenadas desse lugar. Ele se encontra a 27 graus
8 minutos, 43 segundos de latitude sul e 110 graus, 45 minutos e 50 segundos de longitude leste. Olha, eu não sou muito boa em geografia, mas eu gostaria que você me mostrasse onde fica esse lugar. Vamos ver o mapa. Ele deve ficar no meio do Oceano Pacífico, num lugar onde não tem nada. Pode ser por aqui. Olha, são exatamente as coordenadas da Ilha de Páscoa. Eu devo ir para lá imediatamente. Départ, urgence, nécessité vitale. A companhia LAN Chile anuncia a saída de seu voo 171 com destino a Buenos Aires e Santiago do Chile. La compagnie LAN Chile annonce le départ de son vol numéro 171 pour Buenos Aires et Santiago. En raison des mauvaises conditions atmosphériques sur l'océan Indien, la compagnie UTA a le regret d'annoncer un retard de son vol 077 à destination de Paris. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. Attention, dernier avis. Vol LAN Chile 171 à destination de l'île de Pâques, Santiago du Chili, Buenos Aires, Rio, Madrid et Paris. Départ imminent. J'ai habillé pour Paris sur UTA. Je voulais savoir si je pouvais le changer et prendre un LAN Chile via Île de Pâques. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons atterrir à l'aéroport d'Angaroa, à l'île de Pâques. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et de ne plus fumer pendant l'atterrissage. Notre escale sera de 1h45 environ. Merci. Santiago, première étape vers l'île.
Les détours de la destinée sont imprévisibles. Nous avions été 3 dans le même avion, pourtant aucune intuition particulière ne nous poussa les uns vers les autres. Persuadés d'être uniques porteurs de la marque, chacun n'avait été attentif qu'à sa propre aventure. Norma, comme nous, se demandait ce qu'elle pouvait bien faire là. Son idée était d'abord d'aller à l'université de Valparaiso, pour voir, pour attendre. Et de son côté, Sylvia, la femme d'Elvio, avait couru tout l'aéroport où il venait d'arriver à la recherche d'une valise perdue. Ainsi se croisèrent, contre Euclide, 2 parallèles qui jamais n'eussent dû se rencontrer. Perdón, ¿le puedo ayudar en algo? Oh, gracias, estoy un poco perdida. ¿De dónde es usted? No, soy brasileña. Voy a Valparaíso, a la universidad. Nosotros vamos precisamente a Valparaíso con mi marido. Él es profesor en la universidad. Creo que podemos llevarla. Gracias. ¿Encontraste la maleta? Aquí está. Gracias. Elvio, te presento una amiga brasileña que está un poquito perdida aquí. Mucho gusto. Encantado. Ella va a Valparaíso, a la universidad. ¿Sí? Creo que podríamos llevarla. Sí, sí, por supuesto, podríamos llevarla. Gracias. L'avion qui ramenait Françoise de Tahiti et de l'île de Pâques, où une irrésistible angoisse l'avait empêché de poser le pied à terre, arriva à Santiago à peu près au même instant. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy indo para a Ilha de Páscoa. Elvio avait repris ses travaux dans son appartement musée de l'université. Ses travaux, mais pas son équilibre.
J'ai déjà un client. Vous avez déjà un client? Oui. Qui est-ce? C'est un physicien français qui nous a envoyé avec les plus grandes recommandations. J'ai été forcée de tout lui donner. Mettez-moi de côté toute cette documentation au fur et à mesure que ce monsieur l'épuise. Vous vous intéressez à l'île? Je vais peut-être y aller. C'est apparu en même temps que les hallucinations. Maintenant qu'elles ont cessé, ça va peut-être disparaître. Ces hallucinations sont-elles revenues? Non, j'ai eu l'impression d'une communication téléphonique qu'on aurait coupée. C'est absolument le cas d'Alexandra. Pour elle aussi, les hallucinations ont cessé brusquement. Ce qui fait que vous avez naturellement tendance à classer les deux malades que nous sommes dans la même catégorie. Je dois vous avertir tout de suite que je n'ai pas le goût de la classification. Nommer une chose, lui coller une étiquette, ce n'est ni la comprendre, ni même la définir. Oui, oui. La carte n'est pas le territoire. J'aimerais beaucoup que vous rencontriez Alexandra. Je ne pense pas que ce soit une rencontre vraiment utile. Pour quelle raison? Valparaiso. Il y a des noms de villes comme ça qui, pour les enfants, font partie d'une sorte d'univers magique. Samarcande, Ultima Thule, Tombouctou, Borobudur. Bon, on va aller la voir, votre Alexandra. Je savais que vous arriviez. Et vous savez aussi ce qui m'amène? Ou il faut que je le dise? Évidemment pas. Je sais déjà ce qui est dans la paume de votre main, mais montrez-le-moi. Je vais trouver très émouvant de le voir. Alors vous travaillez ici? C'est ma tanière, la cellule de base de la nouvelle analyse. Alexandra nous rejoindra tout à l'heure. C'est amusant. J'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous faites, Alain. Mais la locomotive de l'histoire a pas mal roulé depuis Wilhelm Reich. Dans les mœurs, la révolution est déjà faite. Elle a érodé les tabous, ceux des religions comme ceux des diverses moralités. Bizarrement, à 50 ans, il me vient de l'optimisme. J'en arrive à oublier la force et la volonté de puissance de la classe dominante, l'ordre, l'argent, la police. Il laisse chanter les hippies comme Mazarin laissait chanter les frondeurs. Bien sûr, à la surface de l'eau, un petit vent de liberté. Je crois que le choc viendra du contact avec d'autres civilisations. On verra alors que l'homme n'est peut-être qu'une sale bête arriérée. Les physiciens disent que ce n'est pas la matière qui est vivante, mais une certaine structure. À la limite, on pourrait imaginer un soleil vivant. Je suis Lion et Soleil. Et vous? Vous êtes Capricorne. Oui. Et Capricorne dans l'ascendant. Saturne, Mercure. Un aspect trigone de Pluton. Vous trouvez ça vraiment scientifique? Je suis bien placé pour vous dire que rien n'est vraiment scientifique. Qu'est-ce que c'est votre géomancie? Comment savez-vous que je m'intéresse à la géomancie? Je viens de le lire dans votre esprit. Simplement, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, vous n'avez qu'à le lire dans mon esprit. Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas lire les pensées comme on lit les mots d'un livre. Les pensées ne sont pas imprimées sur des minuscules petites pages enfermées dans votre cerveau. Alors il faut que je fasse mon petit numéro de sorcellerie? Vous n'avez pas besoin de me l'expliquer, j'ai déjà compris.
Ce qu'il y a d'ennuyeux avec votre télépathie, c'est que vous laissez rarement vos interlocuteurs finir leurs phrases. Où allez-vous? Où vas-tu? À partir de maintenant, chez nous, c'est chez toi. Sandra, une pomme. J'en arrive à la même conclusion que toi. La solution ne peut se trouver que dans l'île. Pas commode de faire le tour des mystères de l'île. Pas de témoignages, pas de source historique. Et pourtant, il doit y avoir une explication rationnelle à la présence des statues. Il y a sûrement une explication. Mais je ne vois pas pourquoi elle devrait être rationnelle. Les petits-enfants, si vous voulez vraiment qu'on parte, faudrait voir vous occuper des bagages et du bateau. ¿Hay otros pasajeros? Aquí. Nous nous étions d'abord rencontrés 2 à 2, croyant à quelque intention du destin. Soudain, nous étions 4. Mais nous gardions un sentiment de manque, d'inachevé. L'idée nous vint d'accélérer notre départ, d'étudier un voyage par avion. Nous allions bientôt y renoncer. Dans le bureau de la compagnie d'aviation, quelque chose se passa. Nous nous trouvions soudain devant une évidence. D'une manière encore obscure, nous savions qu'une phase de l'aventure allait s'achever. Vous venez? Je voudrais savoir comment on peut réserver 2 places pour l'île de Pâques. Pas encore tout à fait clairement, des fragments épars venaient de se rejoindre, de se compléter. La figure que nous formons est tout à fait celle que j'ai vue dans le désert. Un hexagone parfait. Depuis 300 ans, chaque génération de ma famille a produit au moins un sorcier. Ce qui me donne une certaine habitude de ce genre de choses. Mais ici, nous sommes en présence d'un phénomène qui ne se laisse pas cerner par de moyens de connaissance habituels, y compris la sorcellerie. Je suis persuadé que la vision partielle de chacun de vous est un élément pour une connaissance plus générale. Il y a longtemps que sans le formuler, j'avais la même impression. Un peu comme si chacun d'entre nous apportait sa pierre à un édifice commun. Ma pierre,
C'est ce que je connais de l'île. Me pregunto si algo o alguien que ha fijado esta cita cósmica nos ha entregado este signo como un medio para prevenirnos de este encuentro. Écoutez, il me semble tout à coup que nous disposons d'un pouvoir dont nous n'avions même pas pris conscience. Le don des langues, la Pentecôte. Chacun de nous parlait sa langue et tous les autres le comprenaient. Ça semblait si naturel qu'on ne s'est même pas rendu compte de la différence. Peut-être avons-nous d'autres dons cachés. Señores, hemos llegado a la isla de Pascua. Partie d'un groupe. En un sens oui et en un sens non. Tous les amis de la France savent ce que c'est qu'une réponse de Normand. Il y a une sorte de coïncidence, de convergence, si vous voulez. Nous nous sommes rendus compte que nos recherches se complétaient. Depuis notre rencontre,
tout nous avait réunis. Mais dès notre arrivée, un mouvement inverse, inattendu, nous éloigna les uns des autres. Chacun se lança, seul, à la découverte de l'île. Si on voulait plaisanter, on pourrait dire que l'île, c'est 1200 habitants, 600 statues, 200 fonctionnaires chiliens, 4200 chevaux en liberté, 10 000 moutons et 100 000 langoustes. Un caillou, perdu dans le Pacifique, à 4000 km du Chili, 5000 km de Tahiti. Autour, l'océan, et seulement lui. Le peuple des statues a été jeté à terre par une catastrophe inconnue. Les temples ne sont plus que des chaos. Les chapeaux de roches rouges qui surmontaient chaque statue ont roulé à terre ou dans la mer. Parfois, d'un amas de rochers, émerge un signe, magique, rituel. Des pierres tombées du temps, comme les météores tombent du ciel. Un mystère, du tissu le plus épais. 200 statues environ sont encore en construction, comme si le travail venait de s'arrêter. On les trouve à tous les stades de la fabrication. Certaines prêtes pour la livraison. Mais cette livraison aussi reste inexplicable. Ces blocs géants pesant des tonnes, rien ne permet de comprendre comment ils furent faits, ni comment on les transporta. Par la mer, près d'un port naturel, des statues brisées au milieu d'un amoncellement de rochers font croire qu'un gigantesque chariot a renversé là tout son chargement. Par la terre, au long d'une route effacée, les statues paraissent tomber d'un support invisible et se sont parfois brisées dans cette chute. À mon sens, nul ne percera ces mystères, sauf peut-être par un voyage dans le temps. Une foule de dieux inconnus nous entoura. Nous ne pouvions même pas les nommer. Qui? Pourquoi? Comment? Aucune date certaine. Aucune chronologie. On comprenait seulement que des vagues successives de peuples et de dieux avaient battu ces rivages. Puis, lentement, nous revînmes les uns vers les autres, suivant d'abord les pentes naturelles de nos cœurs. Tout le monde se disperse. Nous, on se retrouve. Je te retrouve. Ia te procurar. C'est bien mieux. C'est pareil. Il a dû subsister des traditions orales. Presque chaque famille a une grotte privée avec des idoles, des plaques gravées. Il y en a qui font semblant, mais plus personne ne sait les lire, plus personne ne sait quelle fut la langue originelle. Tout le monde ment. Plus on avance, plus le mystère est épais. Il y a 5 ans que je vis ici, sans une journée d'interruption. Et pourtant, je ne sais rien, je ne comprends rien. Tout ce que je peux faire, c'est dresser un catalogue de questions.
ont peur de nous? Peur, sans doute pas. Ils sont intimidés. C'est curieux. Parfois, j'ai l'impression qu'ils en savent plus que moi, qu'ils savent quelque chose que je ne saurais jamais. C'est nouveau? Pas vraiment. On dirait qu'en devenant adultes, ils oublient tout ce qu'ils savaient étant enfants. Ce n'est pas spécial à l'île de Pâques. Tous les deux, nous sommes les seuls à avoir subi une éducation fondée sur la raison, le rationnel, le raisonnable. Nous devrions faire le point. Écoute, laisse-moi reprendre mon souffle. C'est curieux, je te croyais sorcier. En ce moment, je serais plutôt sorcier français. Petit français, petit sorcier. Non, la réalité, c'est que j'ai peur. Je voudrais comprendre. Moi aussi, j'ai peur. Mais la raison me dit que je dois oublier le rationnel. Oh, une bonne nouvelle pour l'ethnographie. Puisqu'on y est, allons-y gaiement. Pas de pêche à la ligne au bord du Rubicon. Allez, saute, César. Attention! Nous étions donc dans cet état d'incertitude quand un bref, funèbre et indéchiffrable message nous parvint. Il n'y a pas une grande marge d'interprétation autour du message qu'on a reçu. Tu as des idées? Malheureusement, je n'en ai qu'une. Tout tourne autour de la mort. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt mort et renaissance. Alors? La mort, en tout cas. L'ennui, c'est que pour renaître, il faut d'abord mourir. Je ne suis pas sûr d'être décidé à prendre le risque. Mais ce monde de la mort est à l'origine de tous nos mythes. Moi, je le vois surtout à l'origine de toute notre terreur. Peut-être. Mais ton refus risquerait de tout remettre en question, de tout faire rater. Je le sais bien, hélas. Pour rompre ces angoisses, cette peur sans doute, nous décidâmes d'aller plus avant encore dans l'exploration de l'île. Et pourtant, nous sommes à 2 jours du rendez-vous cosmique. Je n'éprouve plus rien de précis. Irénio, peut-être? Irénio? Como você. Morte e transformação. Si nous avons quelque chose à découvrir, c'est à l'autre bout de l'île.
La caverne, un vieux songe, un vieux mythe, peut-être un des plus vieux souvenirs collectifs de l'humanité. Nous descendions, comme dans un vieux roman d'aventure, dans les entrailles de la terre. Nos yeux s'accoutumèrent. Nous distinguâmes vaguement une ombre. Elle nous parlait en pasquan. Comme autour de la table ronde, des places nous attendaient. Et tandis que nous nous installions, nous savions que nous venions de franchir une étape nouvelle. Ce seraient nos pensées, désormais, qui se trouveraient directement en contact. L'ombre, donc, n'allait pas nous fournir des explications rationnelles. Seulement un bloc lourd et dense d'émotions, de sensations, d'impressions, de sentiments. Il n'y aurait pas de mots de l'énigme. Chaque 500 ans, depuis des millénaires, se produisait une conjonction astrale, sidérale, qui permettait à des êtres venus d'un extrême ailleurs de tenter un contact avec les hommes de la Terre. Depuis l'aube des temps, on les avait pris pour des dieux. Leur image au fil des générations successives s'altérait, se modifiait, mais toujours surgissaient de nouveaux élus, de nouveaux initiés. Jamais encore le contact ne s'était rompu. L'île était à sa façon le seul lieu possible de contact. Les statues étaient peut-être des balises dans le temps, comme il existe des balises dans l'espace ou dans les mers. Des repères, des bouées d'amarrage, je ne sais pas exactement. Le moment du rendez-vous approchait. Nous étions une nouvelle chance donnée aux hommes. Si nous la manquions, c'en serait fini pour 5 siècles. Ou, si ces êtres se décourageaient, à jamais. Pour l'ombre, venue du fond des temps, c'était exactement vital. Elle était au bout de ses forces, attendant cette nouvelle rencontre, qui pour elle serait la dernière. Si le contact devait être manqué, elle ne survivrait pas. Et qui sait comment elle pourrait trouver quelqu'un d'autre à qui transmettre le témoin. Nous formions à nous six une sorte d'entité nouvelle, comme si des pièces éparses avaient été, pour des raisons inconnues de nous, réunies pour favoriser la communication. Alain avait bien senti qu'il avait hors de notre groupe une fonction au contour encore flou. Un rôle exaltant, mais qui pourrait devenir redoutable ou terrible, selon la manière dont se déroulerait la rencontre, maintenant toute proche. Nous sentions qu'il fallait commencer par découvrir un rituel caché, monter les marches qui conduisaient à un sanctuaire invisible.
kaka au mai te piri mai. Ko koe pea anahana. Te tai aroha rongo mai tāku ki. Ainsi, le soleil venu du fond de l'espace et du temps, pour la première fois depuis qu'il visitait notre planète, avait-il pu jeter un regard fugitif sur ce que contenait l'âme des hommes et l'âme de la Terre. Ils en avaient vu assez pour s'enfuir, pour remettre à plus tard la construction de ce pont fragile qu'ils voulaient lancer entre eux et les hommes. Mais l'ombre, le gardien fidèle, le Prométhée qui voulait donner aux hommes la lumière des soleils. Elle avait vécu des siècles, peut-être des millénaires. Ce serait à Alain de jouer.
s'il pouvait, s'il voulait. Quelque chose, quelqu'un, nous avait tirés du sommeil, peut-être de la mort. Chacun d'abord médita pour lui seul. Nous nous sentions dépositaires d'un secret dont nous ne savions presque rien, et que pourtant désormais notre fonction serait de transmettre. Nous partîmes donc, retournant parmi les hommes. Alain assume la tâche du gardien. Pour des années, pour des siècles, pour des millénaires, je ne le sais pas. Quand l'espèce humaine me décourage, j'imagine Alexandra réconciliée avec sa famille et son milieu, s'occupant de ses chevaux, comme si rien n'était arrivé. Mais d'autres fois, je me sens plus optimiste. Et je me dis qu'elle a pu renoncer à ses privilèges. Tout quitter pour une vie incertaine, errante et nouvelle. Mais cela, comment le savoir ?